Pour ce nouveau récit de vie de Gatéméry, j'ai le plaisir de recevoir Oulimata Sarr, directrice régionale d'ONU Femmes de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Je voulais recevoir Oulimata sur le podcast car j'avais envie de mieux comprendre l'envers du décor des ONG, notamment celle de l'ONU sur le continent africain. Oulimata a une carrière d'expatriation pendant plus de 20 ans. Elle a commencé sa carrière dans l'audit, puis en banque, avant de bifurquer à l'ONU pour défendre les droits des femmes sur le continent africain. Pendant l'épisode, Oulimata nous partage les raisons de son engagement pour le droit des femmes, des enjeux et des défis de la femme africaine, de ses valeurs cardinales qui guident sa vie et de plein d'autres sujets. J'ai beaucoup aimé la sérénité et la clarté d'Oulimata, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Oulimata Sarr. Bonjour Oulimata. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir dans vos bureaux à ONU Femmes à Dakar. Je suis ravie que vous soyez là. C'est toujours un plaisir de partager avec les plus jeunes. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous défendez le droit des femmes depuis plusieurs années maintenant, depuis 2015, il me semble. Absolument. J'ai rejoint ONU Femmes depuis le 1er janvier 2016, mais je suis engagée depuis plus longtemps. Oui, j'imagine. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment de votre vie vous avez eu le déclic pour la défense des droits des femmes? Est-ce qu'il y a une anecdote particulière que vous avez même partagée? Absolument. Moi, je pense que ça a été un voyage. Comme on dit en anglais, ça a été un journey. OK. J'ai passé une enfance où, honnêtement, je n'ai pas ressenti une forme de discrimination. Okay. J'avais des parents qui étaient très ouverts. On a eu les mêmes opportunités que mon frère Abdou. Et je suis allée faire mes études au Canada, comme mon frère Abdou. Et donc, dans notre niche familiale, il n'y a jamais eu de discrimination. Je pense que mes premières expériences d'inégalité et de discrimination ont commencé dans le monde du travail. D'accord. J'ai commencé à travailler très jeune, j'avais 22 ans. Chez Ernst & Young et dès 23 ans, j'étais déjà chef de mission d'un certain nombre de missions d'audit et on arrivait chez les clients et par ma jeunesse et le fait que j'étais une femme les empêchait de concevoir que je sois le lead de la mission et donc ils préféraient s'adresser à mes collègues masculins qui tout gênés me regardaient pour leur montrer que c'était elle la boss. Et donc, très vite, dans le milieu du travail, dans le monde du travail, je me suis rendu compte qu'il y avait des discriminations. Je continue ma carrière et j'ai eu un moment, defining moment, comme dit Oprah, où un réseau de femmes avait été créé au niveau de l'institution pour laquelle je travaillais, qui s'appelle IFC, de la Banque mondiale, en Asie. Et notre directrice régionale de l'époque voulait répliquer le même modèle de ce réseau de femmes au niveau de l'Afrique subsaharienne. Elle m'a sollicité pour coordonner ce groupe restreint. On était 25 femmes middle management qui avaient été identifiées dans l'organisation comme étant du talent. Ouais. Et dans la stratégie de rétention de ce talent-là, ils voulaient nous mentorer, nous mettre en relation avec des coachs du développement personnel pour nous retenir dans l'organisation en tant que femmes africaines. Et on a démarré ce réseau de femmes comme étant une initiative corporate. Et très vite, j'ai constaté de la résistance des femmes elles-mêmes. Ah bon? Oui, nous sommes à la SFI, c'est quand même le monde de l'investissement, donc du investment banking. Les femmes ne comprenaient pas pourquoi un réseau de femmes, est-ce qu'on essaye de nous mettre dans des boîtes? Est-ce que ça veut dire que on était faibles, qu'on n'arrivait pas à naviguer cet environnement corporate? Et donc, elles avaient l'impression qu'on leur faisait des faveurs, alors que c'était des battantes, des investment officers qui amenaient des deals aussi gros que les hommes. Et elles n'étaient pas très sûres de vouloir s'embarquer dans ça. D'accord. Donc, on a reçu un petit budget pour faire une retraite et se rencontrer physiquement, puisqu'on était distribués sur tout le continent africain. Et lors de cette retraite, on a eu notre aha moment. D'abord, on a partagé avec nous les statistiques en termes de progression de carrière, en termes d'écart salarial, bien sûr, oui. d'écart salariaux, pardon. Un certain nombre de choses, que les carrières allaient moins vite, que la femme africaine globalement peut-être recevait moins,
parce que c'était une grille de salaire et les hommes semblaient négocier mieux que nous, etc. Donc les femmes se sont rendues compte que nous n'étions pas forcément sur le même pied d'égalité, même si nous avions cette illusion d'être pareil. Je travaille comme mon collègue. Non, il suffit d'avoir un enfant pour que ce collègue vous dépasse, etc. Et moi, ça a été un moment, je pense, structurant, puisque notre facilitatrice, qui était l'ancienne VP HR de Coca-Cola en Afrique, nous avait dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un mandat? Vous, en tant que l'élite africaine féminine, vous avez un mandat et vous devez vous rendre compte que dans l'exercice de vos professions, vous représentez toutes les femmes africaines qui ne sont pas à la table. Et donc, vous avez ce devoir d'amplifier les voix, d'amplifier les défis et de faire partie de la solution. Mon engagement a commencé ce jour-là. Okay. D'abord, je me suis rendu compte que quelle que soit ma station, je peux influencer l'agenda féministe, je peux aider d'autres femmes, parce que je pense que beaucoup de femmes qui sont dans des milieux très machos, très la finance, etc., parfois on n'a pas forcément, on ne sait pas comment être activiste. Oui. On voit d'autres personnes qui manifestent dans d'autres milieux, qui sont de la société civile, qui ont peut-être une voix un peu plus libérée. Et si vous êtes, je ne sais pas, avocate, investment banker, vous avez toujours l'impression que vous n'avez pas votre place, que vous êtes une usurpatrice, vous êtes peut-être dans votre confort et vous n'arrivez pas à manifester un peu votre engagement. Et je pense que ce jour-là, la dame qui qui modérait cette retraite nous a fait changer de point de vue, nous disant, mais vous n'êtes pas obligé, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Mais oui, vous, en tant qu'investment banker, la prochaine fois que vous devez donner 100 millions de dollars à une banque africaine pour les PME, posez-leur la question, est-ce que ces 100 millions de dollars, 50% vont aller à des PME de femmes? Est-ce que vous pouvez leur demander chaque année de vous donner le portfolio, le portefeuille distribué par sexe, homme-femme. Ce sont des choses que vous faites dans votre domaine, puisque nous devons relever 3 défis. Nous devons relever le défi des droits des femmes, et on se bat sur ces chantiers-là depuis, donc tout ce qui est violence, en Afrique particulièrement les mariages précoces, l'excision, les pratiques traditionnelles néfastes, la liste est très longue sur le veuvage, etc. Mais au-delà de ça, nous devons aussi relever le défi de la représentativité. Nous devons être à la table. Certains sur le terrain politique le font à travers des quotas, mais c'est la même chose en Europe et en Afrique. Nous voulons avoir cette représentativité au niveau des conseils d'administration, des compagnies listées, non listées. Donc cette représentativité des femmes et surtout des jeunes femmes est extrêmement importante. Le dernier point, c'est les ressources. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc au-delà de se battre pour nos droits et notre représentativité, il est extrêmement important que dans tout ce que nous faisons, nous posions la question de l'accès aux ressources. Que ce soit en Afrique, est-ce que c'est l'accès à la terre, l'accès au financement, l'accès à des instruments financiers plus complexes qui répondent à nos besoins en tant que femmes. Donc c'est ça, en fait, ce prisme que nous devons toujours garder en tête lorsqu'on parle de notre activisme. Aujourd'hui, je suis aux Nations Unies, après avoir quitté la Banque mondiale et les rejoindre, et j'ai commencé par un portefeuille très intéressant, puisque ONU Femmes essayait de développer ses activités dans tout ce qui était autonomisation économique. Donc, il cherchait quelqu'un qui avait un background en finance, engagé sur les questions de femmes, un peu ce unicorn, parce que c'est pas forcément qu'on arrive à trouver les deux. Et je pense que voilà, j'ai pu le faire. Et du coup, moi par exemple, les auditeurs du podcast, c'est beaucoup des gens d'Europe aussi, certains en Afrique. Et moi, la question que je me posais, c'est quelles sont les grandes différences, justement, parce que le droit des femmes, on en parle, c'est un sujet mondial, mais quelle est la spécificité de l'Afrique? Quelles sont vos actions, les combats que vous menez au quotidien qui sont spécifiques au continent? Je dirais que c'est de 4 ordres. Okay. Je commencerai par la participation politique. Moi, j'ai des collègues qui ne font que ça. S'assurer que les femmes sont sur les listes électorales, qu'elles votent, qu'elles sont observatrices d'élections, qu'elles sont au niveau de la Cour constitutionnelle, de la Commission nationale électorale, et que
pour réduire les écarts, qu'il y ait des quotas, des mesures exceptionnelles, temporaires, qui permettent de réduire cet écart, non pas en 170 ans comme la recherche nous le montre, les études, mais à travers une volonté politique et un engagement. Donc, nous sommes au Sénégal, par exemple. Le Sénégal a une loi paritaire pour les postes électifs. Donc, à l'Assemblée nationale et sur les listes des locales, des élections municipales, les listes sont alternées, un homme, une femme, un homme, une femme. Ça nous donne une quasi-parité au niveau de l'Assemblée. Et là, nous allons vers les élections locales. Ça devrait nous donner aussi des conseils municipaux paritaires. Ça, c'est sur la participation politique. J'ai des collègues en Afrique qui ne travaillent que sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de pays qui n'ont pas de loi sur le viol, le harcèlement, etc. Donc, leur chantier, c'est de nous assurer que ces lois qui protègent les droits des femmes, qui protègent les femmes, sont mises en œuvre. Les décrets en tout cas, le cadre législatif doit être là, promulgué et surtout en application. J'ai des collègues qui ne s'occupent que d'autonomisation économique. Donc, dans des secteurs où les femmes dominent, que ce soit le secteur agricole, j'ai des collègues qui ne travaillent que sur l'entrepreneuriat féminin. J'ai des collègues qui ne travaillent que sur la protection sociale. Enfin, en Afrique en ce moment, vous savez que nous sommes aussi l'épicentre de la violence extrémiste. On parle du Sahel. La France, avec l'opération Barkhane, est sur le terrain des opérations. Donc, j'ai des collègues qui ne travaillent que sur les questions de paix et de sécurité. Vous le savez peut-être, en 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution très importante qui s'appelle la résolution 1325, qui consacre le rôle des femmes dans les processus de paix. À travers ce qu'on appelle les 3 P. D'abord, la prévention. Donc, les femmes jouent un rôle extrêmement important dans la prévention. Il faut les protéger en cas de crise. Et il faut qu'elles participent à la médiation de la paix. Et aujourd'hui, si vous regardez une photo de famille d'un accord de paix sur le continent, il n'y aurait pas une seule femme à la table. Donc, j'ai des collègues. Même en Europe. Même en Europe. Il est important qu'elle soit à la table. Donc, en Afrique, voilà nos gros chantiers. Je voudrais pas peut-être ne pas parler de tout ce qui est macro, parce que aujourd'hui, au-delà de la participation politique, des droits, de l'autonomisation, nous voulons aussi influencer sur les budgets. La budgétisation sensible au genre permet à tout État de dire, voilà mon budget national, et pour chaque montant, pour chaque CFA ou euro dépensé, voilà ce qui va aux femmes et aux filles. Notre rêve, c'est d'avoir tous les pays d'Afrique avec une budgétisation sensible aux gens. On a des pays qui sont des centres d'excellence comme le Rwanda, le Maroc, l'Ouganda, et nous, on aimerait qu'en Afrique francophone aussi, que ce soit une bonne pratique. Il y a certains pays qui font le pilotage de ce genre d'instruments à travers peut-être des ministères sectoriels comme la santé et l'éducation, mais on aimerait, nous, que tous les ministères puissent dire, voilà, le genre a été institutionnalisé, nous avons une cellule genre, et dans notre budget, voilà ce que nous faisons pour que les femmes et les filles puissent être autonomisées. Ok, très clair. Et quelle place vous laissez aux hommes dans ce combat-là? Non, c'est une excellente question parce que effectivement, nous ne pouvons pas réussir ce monde plus juste, ce monde égalitaire sans nos hommes. D'ailleurs, ONU Femmes a lancé une campagne mondiale depuis plusieurs années qui s'appelle le He for She, le lui pour elle. Et c'est en fait une campagne pour enrôler nos hommes champions. Leur dire, vous ne pouvez plus être des spectateurs, des bystanders. On a besoin de vous pour dire, je protège ma fille, ma sœur et ma femme. Et parmi ces He for She, nous avons des athlètes, des présidents comme Obama, Macky Sall, Kagame. Nous avons des leaders traditionnels, des chefs religieux, des jeunes, des moins jeunes, puisqu'on sait, on est convaincu qu'il nous faut une coalition d'action. Il nous faut une coalition d'acteurs, puisqu'il faut appuyer sur tous les leviers. Donc, le rôle des hommes est extrêmement important. Et par rapport à l'éducation, j'en parlais d'ailleurs avec Elisabeth Moreno sur ce sujet-là, où on parlait effectivement de sensibiliser les femmes, mais aussi d'éduquer les garçons. Absolument. Parce que c'est aussi c'est eux les futurs hommes de demain, quoi. Absolument. Ça commence à la maison. Ça commence dans la cellule familiale, après la communauté, la société.
Donc, il faut appuyer sur tous les leviers, aussi bien au niveau individuel. Et d'ailleurs, nous, on dit que pour apporter de la transformation, il nous faut appuyer sur plusieurs leviers. Il nous faut appuyer sur les politiques publiques, puisqu'il nous faut des lois. Il nous faut des lois, des textes qui interdisent, qui punissent. Bien sûr. Donc, le cadre réglementaire est nécessaire. Il nous faut aussi renforcer les capacités et éduquer les acteurs, nos enfants, à l'école. Il nous faut aussi financer cet agenda-là, puisque tout le monde a d'excellentes idées, mais personne ne met de l'argent sur la table pour ça. Il nous faut de l'accès à l'information, puisque si vous avez une loi et personne n'est au courant, elle n'est pas mise en application, elle n'est pas traduite en langue locale, elle ne sert à rien. Donc, il faut appuyer, à mon avis, sur plusieurs boutons, plusieurs piliers d'intervention, et c'est avec ça qu'on peut avoir de l'impact. Ouais, super. Très clair. Tout à l'heure, vous parliez justement de votre famille, de votre maman et de l'éducation que vous avez reçue. Vous pouvez me partager vos souvenirs d'enfance. Vous êtes née à Dakar, c'est ça? Je suis née à Dakar, une belle enfance. J'ai fait mes études à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, une institution de sœurs, hein. Et donc ça parle aussi du dialogue islamo-chrétien qu'il y a au Sénégal, hein. On est des musulmans, mais on fait nos études à l'église catholique. Ouais. Et je pense que mon plus beau souvenir, c'est que c'était vraiment une école où il y avait énormément de diversité. Il y avait des gens de partout. Et ça nous permet, à mon avis, d'être ouverts sur le monde. Ça, c'est mon plus beau souvenir d'enfance, de lycéenne, d'écolière. C'est d'avoir toujours été dans une école où les gens venaient de partout. Est-ce que vous avez des rêves de petite fille? Vous rêvez de devenir quoi quand vous étiez petite? Est-ce que vous avez un métier en tête particulièrement ou non, pas du tout? Quand j'étais petite fille, je rêvais d'être chanteuse parce que j'adorais Michael Jackson. J'adore. J'adore. Exactement. Donc rien de, voilà, aucune destinée tracée. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Les jeunes se disent toujours, oui, voilà, à 15 ans, je savais ce que je voulais faire. Non. Je pense qu'on se construit. Ce sont des circonstances, c'est le destin, ce sont des opportunités qui nous mènent où est-ce qu'on est aujourd'hui. Peut-être que c'est ce corporate initiative qu'on m'avait mis sur ma table sur le genre, c'est ça qui aujourd'hui m'a mené aux Nations Unies, à ONU Femmes. Ce n'était pas planifié. D'ailleurs, c'est un mail que j'ai reçu dans ma boîte. C'est vrai. Des ressources humaines qui disaient, nous sommes des Nations Unies. Nous cherchons quelqu'un avec un background en finance. On nous a donné vos coordonnées. Voilà le lien pour le poste. Nous vous encourageons à postuler. Donc, ça veut dire que les étoiles étaient alignées. C'est l'univers qui répondait par rapport à mon engagement sur les questions de femmes que je faisais à temps partiel avec mon temps plein. Et puis, voilà, une organisation qui ne fait que ça l'a remarqué et m'a sollicité. Donc, je n'avais pas de plan. Et je tiens à partager ça avec les jeunes. Ce n'est pas jeune tout tracé. Jeune, hein, parce que justement moi je me considère pas jeune. Hein. Voilà. Je suis jeune, non, bon. Ce n'est pas tout tracé. Ce n'est pas tout tracé. Mais toutes les rencontres sont une opportunité. J'aime toujours dire ça à tout le monde. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours, dans ma vie, à un certain moment, lorsque je retourne en arrière, je me rends compte que c'était peut-être quelque chose, une compétence, un réseau que j'avais acquis, qui m'a servi peut-être 10, 15 ans plus tard. Bien sûr. Et lorsqu'on est dans le feu de l'action, on se rend pas compte. Je suis d'accord. On se rend Mais pas après, moi, je me dis à chaque fois qu'on donne quand même une direction. Un de mes invités du podcast est un prof de l'ESCP, un prof en leadership, Philippe Gabillier, qui disait que c'est important de donner une direction à son GPS intérieur. Il y a toujours une intention qu'on pose. Et effectivement, c'est les opportunités de la vie qui font qu'on attrape ou pas. Il y a quand même une intention. Oui, je suis d'accord. Et mon GPS intérieur a toujours été une forme d'activisme et d'engagement. Quand j'étais à HEC Montréal, je faisais partie du réseau des jeunes africains. Donc, j'ai toujours eu un engagement. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes amis qui me disent, tu es peut-être sur les questions de femmes en ce moment, mais tu aurais pu être sur l'environnement. J'aurais pu être sur le climat. Parce que moi, j'ai une attitude d'embodier, comme on dit au Sénégal. Ça veut dire se donner à fond. Oui, c'est ça. Voilà. Et quelle que soit la cause, lorsque je m'engage, je me donne à 110%.
Et aujourd'hui, je suis engagée sur la cause des femmes. Ça veut dire que je peux demain, dans ma carrière, me retrouver à faire autre chose. Mais je pense que ce monde plus juste, ce développement, cette émergence économique dont on parle sur le continent africain, je rappelle toujours aux dirigeants que l'émergence est une femme. Il faut libérer le potentiel de la femme africaine si nous voulons avoir des taux de croissance à 2 chiffres et compétir avec le reste du monde. Ouais, complètement. Et qu'est-ce qui vous a attiré à l'AFC? Parce que vous avez commencé, si je comprends bien, en tant qu'auditrice chez EY. Oui. Pendant quelques années, et ensuite vous avez fait un poste de CFO. Oui. En Afrique du Sud. Absolument. Et ensuite l'AFC. Quel a été justement le déclic? C'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, j'ai commencé ma carrière dans le secteur privé. En audit particulièrement, je pense d'ailleurs, je recommande à beaucoup de jeunes de commencer par l'audit, puisque l'audit vous permet de découvrir plusieurs secteurs d'activité. Le cabinet de Dakar couvrait le secteur bancaire, les industries, le retail. Et le fait d'être en immersion presque pendant 1 mois dans une entreprise qui fait quelque chose de différent vous permet d'identifier les zones de risque et d'opportunité en tant qu'auditeur. Donc le secteur privé a été un pas, mais moi j'ai toujours été intéressée par le développement. D'ailleurs, une partie de ma famille était à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, et j'ai toujours beaucoup aimé être engagée avec les bénéficiaires. D'accord. Voilà. Okay, et donc, en rentrant à la SFI, j'avais ce rêve d'aller sur le terrain, de toucher le développement avec le doigt. Et c'est exactement ça qui m'a motivée. Ok, je vois, je comprends. Et si vous pouviez me donner vos principaux apprentissages que vous avez tirés de vos années à l'AFC juste avant d'intégrer l'ONU, ce serait quoi? Que le développement, c'est notre filet rouge. Que vous soyez à la SFI en train d'investir dans le secteur privé, ou que vous soyez aux Nations Unies en train de travailler dans le multilatéralisme, aujourd'hui, nous avons besoin de coalitions et d'écosystèmes pour faire bouger les lignes. C'est un ensemble qui fait bouger les lignes. Les gouvernements ont un rôle à jouer, le secteur privé a un rôle à jouer, la philanthropie a un rôle à jouer, la société civile a un rôle à jouer. Bien sûr, ouais. Je pense que c'est ça ma leçon. Ce n'est pas du either or. Qu'aujourd'hui, les gens qui s'isolent, les pays qui s'isolent, les secteurs qui s'isolent n'ont pas compris qu'il faut absolument être ensemble pour avoir plus d'impact. Complètement. Il y a une notion dont je parle souvent dans ce podcast, c'est la traversée du désert. Ces moments qu'on a dans notre carrière où on se pose énormément de questions, un peu des flous, voilà. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre carrière à un moment où vous êtes posé des questions, vous avez des doutes, pas forcément une grosse traversée du désert, mais voilà, des questionnements. Et si oui, comment vous l'avez surmonté? C'est une très bonne question. Parce que lorsque je me suis mariée et je suis allée en Afrique du Sud de rejoindre mon mari en tant qu'auditeur, j'avais reçu une lettre de recommandation de Ernst & Young du Sénégal. D'accord. Et arrivé en Afrique du Sud, j'ai eu mes premiers entretiens avec Ernst & Young en Afrique du Sud et ils voulaient m'intégrer dans l'équipe d'audit qui s'occupait des mines. Okay. Et rentrer à la maison, je me suis rendu compte que je ne voulais plus faire de l'audit. Voilà. J'ai décliné l'offre parce que ça a été pour moi, je sais pas, peut-être 1 mois et demi de traversée du désert où je me disais mais est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que l'audit c'est dur? Ouais. Ce sont des longues heures de travail avec des changements de clients, des deadlines tout le temps. Et après presque plus de 3 ans et demi d'audit, je suis arrivée à un moment où je venais de me marier, j'étais une jeune femme, un jeune couple, je n'avais plus envie de le faire. Et ça, je pense que ça a été un moment très important parce que c'est la première fois, peut-être dans ma vie, où je refusais presque un job sur la base d'un GPS interne, où je me disais, je n'ai plus envie de faire ça. Intéressant. Cool. Et du coup, cette traversée du désert, elle a pas duré trop longtemps. C'est juste après que vous avez 1 mois et intégré. demi après, j'ai trouvé du travail. Voilà. Ça va. Voilà. Il y a pire. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi vous vous sentez à votre place aujourd'hui? Je me sens à ma place parce que je suis convaincue que j'apporte
toute mon expertise et tout mon engagement dans ce que je fais. Aujourd'hui, pour moi, travailler pour ONU Femmes en tant que directrice régionale Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est 24 pays, plus de 400 personnes, plus de 75 millions de dollars de budget. Je me sens à ma place parce que j'ai l'impression d'être extrêmement utile. Et aujourd'hui, j'utilise mon institution, ma plateforme, ma voix pour apporter du changement pour des millions de femmes sur le continent africain. Et ça, à mon âge, j'ai 51 ans, bientôt 52. Vous ne les faites pas. Voilà, c'est vraiment un moment très fort de ma vie où je me sens le plus utile. Je me lève le matin sans aucune difficulté parce que je sens mon purposefulness. Je sais pas comment on dit ce mot-là. Votre sweet spot. En fait, voilà. Moi, c'est j'appelle ça le sweet spot. Exactement. C'est comme j'ai joué au golf. J'ai essayé en vain de jouer au golf et je comprends ce sweet spot parce qu'un jour on tape sur la balle, ça va très loin. Cette première fois est unique. Et là, moi, je pense que je suis à un moment de ma carrière où je fais vraiment ce que j'aime. Nice. Merci. Là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le tamis de Gatéméry. C'est des questions plus personnelles, mais je sais. On va y arriver. Pendant vos différentes transitions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, quelle a été votre plus grande peur et comment vous avez pu la surmonter? Je pense que je vais peut-être je suis sûre que vous avez entendu beaucoup de personnes vous dire ça dans des contextes de leadership. Je ne suis pas le genre de personne à avoir peur. D'accord. Ouais, ça veut dire que je peux hésiter, je peux avoir des doutes. Mais je n'ai pas peur du changement. Et je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent d'être dans leur inconfort, puisque tous ces changements de pays, de postes, etc., ont été toujours des changements structurants qui ont changé ma vie. Et si j'avais eu peur, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas quitté le Sénégal pour l'Afrique du Sud, je n'aurais pas quitté l'Afrique du Sud pour le Burundi, qui était un pays post-conflit. Je n'aurais pas quitté le Burundi pour le Kenya, je n'aurais pas quitté la Banque mondiale pour rejoindre les Nations Unies. Tous ces changements ont un fil conducteur, c'est que je suivais ma destinée. Donc moi, je n'ai pas cette notion d'avoir peur du futur, d'avoir peur des échecs, puisque je dis toujours, quelle a été la leçon? Ok, j'ai tenté quelque chose, ça n'a pas marché, mais si je devais revoir ça, qu'est-ce que je peux apprendre? Est-ce que c'est moi, je n'étais pas prête? Est-ce qu'il y a eu des circonstances? Est-ce que la next time, je ferai mieux? Donc, je pense que j'ai toujours cette notion de positivité. Bien sûr. Que j'inculque à ma famille, surtout à mes enfants. What is the positive? Je leur dis toujours ça. Voilà, quelle chose s'est passée? Ok, quelle est la leçon de tout ça? Et du coup, vous, dans votre parcours, quel a été votre plus grand échec? Votre plus grande leçon, du coup? Parce que du coup, c'est what the positive in it. Alors, je pense que je ne parlerai pas d'échec, mais peut-être ma plus grosse frustration. Okay. Et j'ai appris à la surmonter. Durant toute ma carrière, jusqu'à mon entrée à la SFI, j'ai toujours eu des mentors. J'ai toujours eu chez Ernst & Young, dans le secteur privé, David, qui est décédé d'ailleurs, j'ai toujours eu des hommes qui avaient vu mon potentiel et qui avaient envie de m'aider dans le cadre de mon travail, en me donnant des conseils et en me donnant des responsabilités. J'arrive dans une grande institution et je n'en ai pas. Et je pense que les premiers mois, j'ai eu du mal à naviguer parce que je me suis dit, mais finalement, je n'intéresse personne. Alors que j'ai toujours eu des personnes qui m'aidaient à naviguer, des organisations qui faisaient un peu du hand-holding. Et comment j'ai pu le surmonter? Je me suis rendu compte que le mentor n'est pas forcément dans l'organisation dans laquelle vous êtes. Ah oui, clairement. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que la personne peut être de l'extérieur. Et aussi, ça peut être un body system, ça peut être un pair, quelqu'un qui traverse les mêmes moments que vous, une personne dans la même industrie ou le même secteur. Et ça a été un shift,
puisque en fait, je me suis rendu compte que c'était ma zone de confort d'avoir toujours quelqu'un dans une organisation qui me donnait des conseils, qui me guidait, et je me retrouve dans cette grosse bureaucratie où j'étais one in a million et nobody cared. Ok, c'est marrant, très intéressant. Quelle est la leçon de vie que vous avez pris le plus de temps à apprendre? Que le non n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est vrai? Oui. J'y crois aussi, que le non n'existe pas. Ça, je persévère toujours. Je suis d'une résilience, c'est incroyable. Et je le dis toujours à mes collègues. Ils viennent me dire, telle chose ne peut pas être fait. New York dit que ça ne peut pas être fait. Qui à New York a dit que ça ne peut pas être fait? Et vous serez étonnés. Après 2-3 emails et 2-3 phone calls, coup de fil, finalement, il y a une solution, on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça. Donc moi, je n'accepte jamais un non. On veut faire quelque chose. Voilà, ce n'est pas peut-être possible exactement comme ça, mais quelles sont les solutions? Non is not an answer. Nice. Je suis d'accord avec vous, 100%. Ouais. Quelle est la valeur qui vous définirait le plus? La résilience. Ouais. Ok. Je ne laisse pas tomber. Lâchez pas. Oui. Ok. Très bien. Qu'est-ce que la réussite pour vous? La réussite pour moi, c'est d'avoir un impact sur la vie des autres et qu'on se souvienne de vous comme quelqu'un qui a fait bouger les lignes, quel que soit le poste que vous avez occupé. C'est beau. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Changer la vie des gens pour le meilleur. Qu'on trouve des femmes, des jeunes dans une situation et que suite à notre mobilisation, à nos investissements, qu'on puisse dire, OK, on les a trouvés avec $1 par jour. Maintenant, ils sont à $5 par jour. Ils sont indépendants. Ils tiennent sur leurs pieds. Pour moi, c'est un peu genre mission accomplie. Ouais. Est-ce que vous avez un livre à nous partager? Un livre que vous avez lu, qui vous a touché, que vous pouvez nous partager? Mon livre préféré, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Non, c'est vrai que c'est mon livre préféré aussi. Je l'ai offert au moins à 100 personnes. C'est le mien aussi. Oui. C'est mon préféré. Je l'ai relu N fois. Moi, je le lis chaque année. Oui. Je le relis et parfois je me dis peut-être que je suis dans ce magasin de cristal en train de laver des verres, mais je suis convaincue de ma destinée. Avec Santiago. Ouais, c'est mon livre préféré aussi. Un de mes livres préférés aussi. Et je recommande à tout le monde de le lire. Il est très facile à lire, il est tout petit. Mais cette légende personnelle, cette poursuite de l'amour, de soi, avec tous les défis qu'il a rencontrés, sa résilience et sa patience surtout, parce que lorsqu'il a tout perdu, il s'est retrouvé à servir d'autres personnes, etc. Et pourtant continuer à rêver, vraiment cette poursuite de son rêve et de son destin. Moi, j'adore l'alchimiste. Et d'ailleurs, Paulo Coelho, que j'ai écouté lors d'une interview avec Oprah. Génial cet épisode. Oprah lui a posé une question. C'est qu'est-ce que vous pensez que le bon Dieu va nous demander le jour où on va le rencontrer? Et il a dit, le bon Dieu ne va pas vous demander est-ce que vous avez assez prié? Le bon Dieu vous demandera, est-ce que vous avez assez aimé? Ah ouais, non, mais God is gonna ask you, he's not gonna ask you, did you pray enough? God is going to ask you, did you love enough? Et il a tellement raison. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain est aux prises avec l'extrémisme violent. Bien sûr. Il y a des gens qui sont convaincus que les filles ne doivent pas aller à l'école. C'est le cas des Chibok Girls qui ont été enlevées, Malala avec une balle dans la tête parce qu'elle allait à l'école. Donc, il y a des gens qui sont convaincus, utilisant l'islam, que l'éducation et l'émancipation des femmes est une menace. Ce qui est pas vrai en vrai. Bon, c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour dire que c'est l'amour du prochain, c'est le don de soi. C'est ça la vraie religion. Complètement. Tout à l'heure, quand je vous parlais de la traversée du désert, justement, je l'ai prise de l'alchimiste, cette Santiago, quand il traverse le désert vers la quête de quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Absolument. Génial. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Quelque chose que vous voulez partager, que vous voulez ajouter à cet échange très passionnant? Non, d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir pris la peine de m'identifier comme une personne qui peut-être par le partage de mon parcours inspirer d'autres personnes, puisque moi-même c'est d'autres personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont toujours poussé
Je dis toujours que je suis debout sur des épaules d'hommes et de femmes qui ont cru en moi. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous qui sommes peut-être des femmes leaders à certaines stations de décision, de prendre le temps de discuter, de partager, de planter quelques graines avec d'autres personnes, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Super, merci beaucoup. Et je tiens aussi à dire aux auditeurs, parce que je suis sûre qu'on va me demander si vous êtes ma sœur, vous êtes de ma famille. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tous les Sartres sont des parents. Je suis sûre que si on demande à nos familles respectives, on va se retrouver des liens quelque part. Exactement. Et si les auditeurs veulent vous joindre ou vous suivre, je pense LinkedIn, vous êtes très présente sur LinkedIn. Je suis très présente sur LinkedIn parce que c'est un réseau très professionnel où je communique avec toutes les personnes qui sont intéressées par les femmes, le droit des femmes, et je poste régulièrement. J'ai une équipe aussi, c'est pas moi qui poste directement, mais c'est la plateforme que je préfère. Je suis aussi sur Twitter, Facebook, donc suivez ce que ONU Femmes fait, ce que je fais, et peut-être que ça va vous inspirer à répliquer un certain nombre d'initiatives dans votre communauté. Super, je mettrai tous les liens. Bah écoute, je vous remercie encore une nouvelle fois. Merci, c'est moi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.